Parler de mon parcours d'écrivain, c'est nécessairement évoquer deux passions qui sont les miennes et deux formes de création que j'ai essayé de conjuguer pendant une partie de ma vie. Je suis en effet à la fois compositeur et écrivain. Dans mes jeunes années, tout en publiant des poèmes, j'ai publié mon premier recueil à 17 ans, je me suis lancé dans une carrière de compositeur, d'abord de musique de rock, de jazz rock, et puis de composition tout à fait sérieuse. Et parallèlement, eh bien, je continuais à écrire et je préparais ma thèse de doctorat d'État. Ensuite, la deuxième période, alors j'ai oublié à la fois la fiction et la musique, c'est-à-dire que j'ai joué mon rôle d'universitaire, je suis professeur de littérature comparée et j'ai consacré énormément de temps à mes recherches et j'ai publié un certain nombre d'essais, de livres, de monographies, d'ouvrages collectifs, d'anthologies et puis plusieurs centaines d'articles sur certains points de la littérature, notamment de la littérature fantastique, deux grands domaines, si vous voulez, essentiellement, Edgar Allan Poe d'un côté et de l'autre côté, le fantastique en Belgique. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais aux alentours des années 2005-2006, je me suis remis à la fois à la composition musicale et à l'écriture de fiction. Et donc aujourd'hui, je mène, je ne vais pas dire une carrière de compositeur et d'écrivain, ma carrière principale reste l'université, mais parallèlement, je mène de front des activités de compositeur et des activités de prosateur. Le poète des jeunes années est mort depuis longtemps. Alors prétendre que les décors du Tassili me sont parfaitement familiers serait tout à fait exagéré. Mais il est vrai que j'ai vécu en Algérie pendant plusieurs années et que l'excursion que fait Tristan dans le Tassili est une excursion que j'ai connue à peu près dans les détails et les circonstances qui sont évoquées dans la nouvelle. Je prendrai trois exemples, hein, tout simples. Le premier, peut-être le plus enthousiasmant, c'est ce souvenir de dormir dans des grottes préhistoriques sous des fresques qui dataient de 5 000 à 6 000 ans. Ça, c'était tout à fait extraordinaire. Des souvenirs un peu plus comiques ou grotesques même. Comme Tristan, je n'avais pas de gourde en arrivant à Janet. Je suis allé sur le marché de Janet et donc j'ai découvert ce marché qui était extrêmement différent, il n'avait aucun pittoresque, un marché triste, euh, marché de Janet, et j'y ai acheté, je n'ai pas trouvé de gourde, donc j'y ai acheté un jerrycan bleu, comme Tristan, et je me le suis arrimé sur le dos à peu près dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que les lanières qui servaient à le retenir me sciaient les muscles et les os, et l'eau que je pouvais tirer de cet objet était absolument infecte, elle était chaude et avait un goût de plastique écœurant. Mais néanmoins, c'était une condition pour être sûr d'avoir toujours de l'eau à boire, même si je me perdais quelque part dans le dédale, parfois des vallées qui se croisent et s'entrecroisent. Un deuxième exemple, un peu grotesque, c'est celui des toilettes que je décris à la première étape, hein, donc des lunettes de toilette posées sur des armatures pliantes au-dessus d'un trou. Il y en avait plusieurs, et tout cela était entouré d'un muret. Et lorsque je suis allé, après les dames, parce que nous avons laissé les dames d'abord aller aux toilettes, et bien lorsque je suis allé soulager ma vessie à mon tour, j'ai découvert que le fameux muret était à un certain endroit interrompu, juste à côté d'un arbre, et donc ça permettait aux jeunes Touaregs eh bien, d'observer les formes et les secrets des belles étrangères qu'ils conduisaient par ailleurs. Eh bien, au fond, deux tas de sable ont été écrits à peu près sous le même coup de l'émotion que celle que connaît Tristan lorsqu'il revient 20 ans plus tard en Algérie. J'ai fait cette expérience. C'est-à-dire que je suis revenu dans les années 2005, je suis revenu en Algérie, et ça a été évidemment pour y retrouver des fantômes. Les lieux, dans certains endroits, n'avaient
pas changé. Les gens étaient totalement différents, les façons de vivre totalement différentes. Mais des lieux n'avaient pas changé. Et, ici ou là, des fantômes me sont apparus. Vous savez, c'est quelque chose d'extrêmement émouvant que d'être amené à parler dans un amphithéâtre qui porte le nom d'une collègue qui est morte. C'est quelque chose d'extraordinairement émouvant que de voir un collègue avec lequel vous avez partagé des soirées longues de discussions sur la littérature, hurler votre nom à l'autre bout d'un couloir qui me paraissait être la bouche de l'enfer. C'était quelqu'un qui était ailleurs. Le temps s'était arrêté pour lui en 1990. Nous étions 15 ans plus tard. Moi, j'avais changé. Et lui pas. C'est la rencontre de ces fantômes qui m'a bouleversé, évidemment. Et qui m'a conduit d'abord à écrire un certain nombre de textes sur le désert. Et puis, petit à petit, mais ça a été un travail, je crois, très très long, eh bien, cette histoire des 2 tas de sable a pu émerger. Et en 2011, donc il y a quelques temps déjà, eh bien, j'ai pu écrire ce texte. Peut-être parce que j'avais pu faire plusieurs voyages en Algérie, peut-être parce que j'avais pu construire aussi quelque chose. C'était la première soutenance de doctorant que j'avais dirigé depuis 2005. Donc c'est cette impression, le fait sans doute d'avoir pu mettre cela un petit peu à distance, d'avoir fait quelque chose de concret avec ça, qui m'a permis d'écrire ce texte. Autrement, le texte, je l'ai écrit dans mon bureau, dans le silence de mon bureau, en quelques heures, comme ça m'arrive souvent. Effectivement, l'unité des faits, telle que l'a définie Edgar Allan Poe, est quelque chose qui obsède, je crois, tout auteur aujourd'hui, pour des raisons très particulières que j'expliquerai dans un instant, mais peut-être plus particulièrement quelqu'un qui est attaché à la fois à l'écriture musicale et à l'écriture narrative. En effet, je crois que ça a toujours été un problème de l'écriture musicale, même lorsqu'on utilisait des formes préétablies comme la forme sonate, ça a toujours été un problème de réussir à construire, élaborer véritablement quelque chose qui est une cohérence absolue et qui relève d'une unité. L'unité qui ne peut pas surgir simplement d'un thème, puisque dans la forme sonate il y en a 2, mais justement dans un système de contraste, réussir à construire quelque chose qui va être unique. Eh bien, cette unité qu'on retrouve aussi dans la poésie, bien sûr, parce que la poésie part d'une matrice unique pour se développer, je crois qu'on la retrouve aussi dans certains romans. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce souci de l'unité, je crois, dans une époque comme la nôtre. Pourquoi? Parce que nous vivons une époque postmoderne où la narration se développe sur le mode de l'éclatement. Moi aujourd'hui, lorsque j'écris un texte un petit peu long, eh bien, je change les points de vue, je change de narrateur, je change de support, par exemple, de narration, et malgré tout, je recherche profondément cette unité. Dans 2 tas de sable au bord d'un lit, qui est un des textes les plus simples que j'ai écrit de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément d'éclatement de perspective, eh bien, cette unité, il faut la chercher essentiellement dans l'espace. C'est-à-dire que j'essaie de faire en sorte que 2 univers qui me paraissent aux antipodes l'un de l'autre, même si ce ne sont pas exactement les antipodes, c'est-à-dire d'un côté la Bretagne et de l'autre côté le Tassili, finissent par se rejoindre pour créer une espèce d'histoire d'amour entre les 2 paysages. Alors cette histoire d'amour, elle n'est pas du tout explicite, elle passe par l'amour des individus, mais je crois que le lecteur ressent à travers l'unité la fusion qui va exister, qui va se manifester à la fin entre le paysage désertique du Tassili et le paysage de Perros-Guirec.
Évidemment, après tout ce que je vous ai dit, vous vous doutez bien que la musique joue un rôle fondamental dans mon écriture. Il y a un certain nombre de mes textes qui sont directement inspirés par la musique, qui mettent en scène des musiciens, des compositeurs, et surtout qui sont fondés sur des modèles musicaux. L'année dernière, j'ai publié par exemple un texte, un roman intitulé Insert en automne. Eh bien, ce roman reproduit très exactement ce que les musiciens appellent une forme en arche, qui a été vulgarisée tout particulièrement par Bartók et reprise par exemple par Barber dans son fameux Adagio. Alors, la musique, ça n'est pas simplement une forme, c'est aussi une harmonie. On parlait tout à l'heure de la recherche d'unité d'un texte. Eh bien, souvent, pour donner son unité à mon texte, eh bien, je vais rechercher une harmonie, c'est-à-dire, plus exactement, peut-être une tonalité tout à fait particulière qui va, je l'espère, donner à ce texte son caractère. Et puis enfin, il y a la phrase, il y a la musique des mots. Parfois on me demande, mais vous voulez vraiment que ce mot soit à cet endroit-là? Alors, parfois c'est vrai, je n'ai pas de raison particulière, je me dis oui, c'est un peu curieux. Mais le plus souvent, je cherche un effet de rythme. Donc je dois me bagarrer parfois avec un éditeur ou avec les lecteurs pour expliquer que non, je veux que ce mot soudain soit là, et pas devant où il serait plus habituel. Et il m'arrive aussi de rajouter un adjectif, non pas parce qu'il enrichit sémantiquement ce que je suis en train de raconter, mais parce que rythmiquement, j'en ai besoin. Alors ça vient, je crois, à la fois de la musique et du fait que très longtemps j'ai écrit de la poésie où évidemment le rythme est tout à fait fondamental. Je distinguerai volontiers deux types de livres numériques. Il y a le livre numérique qui n'est numérique que de façon pratique. C'est-à-dire que c'est un livre que vous allez découvrir sur votre liseuse, exactement comme un livre ordinaire, dont vous tournerez les pages, pratiquement avec le même geste. L'avantage étant que si vous êtes un pigeon voyageur, comme je le suis un petit peu, ben vous pouvez partir avec des milliers de livres dans votre bagage à main sans vous alourdir de façon insensée. Et puis, il y a d'autres livres avec lesquels j'ai peut-être plus de réticence et en même temps, curieusement, plus d'admiration. Ce sont des produits véritablement multimédia. Il y a par exemple un certain nombre de rééditions de Lovecraft qui sont enrichies de musique, qui viennent censément illustrer le texte de Lovecraft. Alors je trouve que l'entreprise est intéressante, hein, d'autant que ce mariage de littérature et de musique me passionne. Mais j'avoue qu'en tant que lecteur, et c'est là la petite réticence que j'aurais, en tant que lecteur, je n'ai pas envie d'entendre une musique en lisant un texte dont je savoure précisément la musique particulière. Ceci dit, il y a, mais c'est surtout pour les enfants, dans ce que j'en connais en tout cas, il y a véritablement des livres multimédia qu'on peut découvrir sur des tablettes qui sont absolument extraordinaires parce qu'ils ont su développer l'interactivité, la musicalité, le côté poétique du texte de façon époustouflante, mais je dirais ce sont presque plus des livres, ce sont des produits multimédia avec du texte. En tout cas, je crois qu'il faut quand même distinguer deux types de livres numériques et dire que dans les deux cas, je pense que ces livres numériques sauveront peut-être, je le crois en tout cas, à la fois la création ou une création multimédia originale, et puis peut-être la littérature. Quels auteurs m'ont influencé? Ça, c'est une question redoutable. Parce que, évidemment, on lit des centaines et des centaines d'auteurs, et on n'est pas toujours sûr de discerner exactement celui qui va vous influencer pour telle ou telle chose, ou même pour l'ensemble de ce que vous allez écrire. Alors, quand on me pose la question, j'aurais tendance à dire, bah, évidemment, les grands classiques de la littérature fantastique, hein, que ce soit Gautier, Nerval, Mérimée, au siècle dernier,
moins Maupassant, que je trouve trop sec personnellement, et au XXe siècle, évidemment, des auteurs comme Jean Ray, Lovecraft, sont des auteurs qui m'ont véritablement passionné. Bien sûr, au-dessus de tout, je mets mon maître et idole, Edgar Allan Poe. Mais quand j'écris, je ne suis pas sûr que, à part certaines recettes d'écriture, je ne suis pas sûr que ce soit à eux que je me réfère en priorité. J'ai l'impression que dans ma façon d'écrire, il y a beaucoup plus de Julien Gracq, beaucoup plus de Michel Tournier, beaucoup plus d'écrivains qui sont extrêmement attentifs à la couleur unique d'un texte et, je dirais, à la musique du silence et de l'indicible. Je crois que quand on lit Gracq, on se rend compte véritablement de ce que la littérature ne pourra jamais donner au cinéma. Le cinéma a puisé énormément dans la littérature. Il y a trouvé ses recettes, la focalisation, etc. Ça vient de la littérature pour passer au cinéma, même si on utilise un terme qui peut paraître trompeur de ce point de vue-là. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui nous plaît dans la littérature, c'est ce qui dépasse l'image, c'est ce qui dépasse le son, c'est ce qui est ailleurs, c'est la force extraordinairement suggestive de certains mots qui n'ont pas grand-chose à voir finalement avec l'objet qu'on peut montrer. Et donc, je dirais que oui, il y a d'un côté les grands maîtres du fantastique, et j'en ai oublié des centaines, et puis de l'autre côté, ces grands écrivains qui sont pour moi des maîtres en matière à la fois de description et de coloration unique du texte. Et puis j'ajouterais des écrivains dont on parle peu. Par exemple, Harry Mulisch, avec La Procédure. Par exemple, Ferenc Karinti, avec EPP, etc. Tous ces auteurs qui appartiennent évidemment au bagage de l'honnête homme, mais qui ne sont pas des auteurs particulièrement répandus, eh bien, ce sont des auteurs qui certainement m'ont appris énormément de choses de mon métier. Un livre qui récemment m'a marqué, a produit en moi une émotion très forte, hein, il y a peu de livres comme ça qui m'amènent les larmes, eh bien c'est, je l'évoquais tout à l'heure, c'est Harry Mulisch avec La Procédure. La Procédure est un roman qui reprend, remodèle, remodule l'histoire du golem. Mais Harry Mulisch le fait avec un tel talent, il trouve un biais tellement émouvant au milieu de son livre qu'on ne peut pas sortir de ce livre indemne. Et donc, on rentre très lentement dans ce roman. Le narrateur principal le dit d'ailleurs. Il faut faire jeune, il faut se recouvrir de lin blanc, il faut être pur, il ne faut pas avoir envie d'arriver tout de suite à la fin. Et à ce moment-là, eh bien, on découvre la merveille, on découvre l'histoire de Clara et on découvre l'histoire d'Aurora. Et là, je vous assure que c'est un moment d'une intensité extraordinaire qu'on ne vit, je crois, que 3, 4, 5 fois dans une vie de lecteur. Alors, j'en écris plusieurs en même temps, mais je ne vous parlerai que de la fiction. Actuellement, je me suis lancé pour la première fois de ma vie dans un roman de science-fiction, une dystopie si l'on veut, le terme est à la mode, euh, qui mêle la musique d'une façon un petit peu particulière, avec la manipulation, la communication telle qu'on la connaît aujourd'hui, euh, à travers les médias, à travers la politique, etc. Pour simplement vous dire le thème,
condition que vous ne me le voliez pas. On est dans une société où une entreprise, Capitol, qui est une entreprise au départ d'extraction de pétrole, a pris les rênes du monde entier. Et face à cette entreprise qui impose ses dogmes, qui impose ses visions libérales, qui impose son amour du pétrole, il y a du pétrole partout, eh bien il y a un petit groupe de résistants qui, paradoxalement, vivent dans le désert, vous voyez que l'Algérie n'est pas très loin, et qui luttent pour essayer de se libérer de cette emprise du pétrole. Évidemment, on va très vite découvrir que le monde n'est pas manichéen, qu'il y a du mal et du bien des deux côtés, et qu'il n'y a peut-être pas de solution possible.